Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Cavazza. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis honoré de pouvoir parler avec, après deux spécialistes donc, du référencement et de l'analyse d'audience. Bah super, t'as fait l'intro, c'est parfait. Juste le temps de mettre en place tout ce qu'il faut. Voilà la zapette. Donc, on a le plaisir d'avoir Fred avec nous, qui est consultant en transformation numérique. Pour être consultant en transformation numérique, il faut déjà avoir une connaissance profonde et historique de ce qu'est le web. Et je pense qu'on a à peu près les mêmes références, c'est-à-dire que Fred scrute le web depuis 1997, je crois, quelque chose comme ça. Donc le début du début. Et c'est bien qu'on ait quelqu'un qui ait justement cette base de données et qui connaisse les évolutions du web et bien sûr du e-commerce, tous les usages, c'est vraiment passionnant. L'idée là, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport au phénomène intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça représente et comment on va pouvoir nous s'adapter et bien sûr l'intégrer dans nos usages. Fred, c'est à toi. Eh bien, merci pour cette introduction. Effectivement, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de prolonger cette discussion sur l'évolution du commerce en ligne, avec bien évidemment ce focus sur l'intelligence artificielle qui est le gros sujet de 2023-2024. Bien évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet. Le commerce en ligne est également un très vaste sujet. L'angle d'attaque qu'on a choisi avec Loïc pour aborder cette question, c'est plutôt de se concentrer sur les agents conversationnels et les assistants numériques. Mais pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de prendre un petit peu de recul et j'ai besoin de vous réexpliquer ce que c'est que l'intelligence artificielle, quel a été le chemin parcouru et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Je suis Frédéric Cavazza, comme ça a été dit en introduction, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans le numérique, donc un quart de siècle à essayer de décrypter, d'expliquer les innovations, les tendances, les usages et les technologies numériques. J'en ai vu des innovations, j'ai été là à l'origine du commerce en ligne, des médias sociaux, des smartphones, de la blockchain, du métavers, mais avec l'intelligence artificielle, là je peux vous garantir qu'on atteint vraiment des sommets. Donc c'est plutôt une très bonne chose qu'on soit là aujourd'hui, ensemble, pour en discuter, pour prendre du recul. Prendre du recul sur ce qui est aujourd'hui considéré comme un sujet de société, à partir du moment où le pape mentionne l'intelligence artificielle dans son discours de début d'année, à partir du moment où Emmanuel Macron gesticule à Vivatech pour dire « mais non, mais nous aussi en France, on sait faire de l'intelligence artificielle, on va investir des centaines de millions d'euros », c'est qu'effectivement, il se passe quelque chose. Donc il y a un espèce de phénomène d'emballement avec ma foi, un débat qui naît autour de mais est-ce que la machine va remplacer l'homme? Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une innovation qu'on a dans notre smartphone, c'est un petit peu plus. C'est d'ailleurs un authentique raz-de-marée médiatique qui génère tout un tas, on va dire, d'espoir, de crainte. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment au sommet de la courbe de la tendance. Ce que vous voyez ici, c'est un schéma qui est édité par le cabinet Gartner. C'est le cycle d'adoption des nouvelles technologies. Et là, effectivement, on constate que l'IA générative, elle est tout en haut du pic des attentes, on va dire, démesurées. Qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. C'est bien pour ça que la courbe est vide. Ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Donc les médias en usent et en abusent parce que ça attire l'attention et ça fait vendre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on est sur ce raz-de-marée médiatique autour de l'intelligence artificielle. Ce qui est dommage, c'est qu'on est sur une longue série, très longue série d'innovations qu'on nous a présentées comme des technologies de rupture. Donc sur les 15 dernières années, les 10 dernières années, on nous a parlé du deep learning, de l'Internet des objets, de l'informatique quantique, des crypto-monnaies, du no-code, du Web3, des métavers. Aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. On commence déjà à anticiper sur la suite puisqu'on nous met la pression sur l'informatique spatiale avec, vous savez, le masque d'Apple, le Vision Pro. Ouh, ça fait beaucoup. Ça fait peut-être un petit peu trop par rapport à la capacité d'absorption du marché. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'IA est un sujet qui est polarisé. Certains y croient, certains n'y croient pas. Ça génère du scepticisme parce qu'il y a quand même une très forte pression médiatique. Ce qui est dommage, c'est que
c'est une révolution qui est en marche. Simplement, on n'est pas d'accord sur l'échelle de temps. En 1995, quand Bill Gates, le fondateur de Microsoft, nous disait « l'Internet, ça va tout révolutionner, c'est une lame de fond », oui, il avait raison, mais il a fallu 30 ans. En 1999, quand Marc Benioff, le patron de Salesforce, nous dit « le cloud computing, ça va tuer les logiciels », oui, il avait raison, mais ça a mis 20 ans. En 2005, quand Eric Schmidt, le PDG de Google, nous dit le mobile, c'est le futur du web, il avait raison, mais ça a mis 15 ans. Voilà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, quand Sam Altman, le patron de OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, nous dit l'intelligence artificielle générative, ça a le potentiel de disrupter toutes les industries, il a sans doute raison. Combien de temps ça mettra? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans? On ne sait pas. Et c'est là tout le problème. Donc peut-être qu'il est temps de prendre un petit peu de recul par rapport à ça et d'essayer surtout de réexpliquer ce qu'est ce vaste domaine. Tout le problème, en fait, l'incompréhension autour de l'intelligence artificielle, c'est que ça désigne plusieurs choses. C'est un fantasme culturel, puisque l'IA, on le retrouve dans un certain nombre de livres ou de films, avec par exemple le Terminator. C'est également un domaine de recherche qui est extrêmement vaste, notamment tout ce qui touche à l'apprentissage automatique. Et ce sont aussi un certain nombre de services en ligne, de ChatGPT à Firefly d'Adobe. On en a quand même pas mal. Donc l'incompréhension, elle vient peut-être de là, c'est que dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on fait référence à tout ça, et il peut y avoir de l'amalgame, il peut y avoir surtout une incompréhension, parce que ce terme, il est peut-être un petit peu trop large. Déjà, d'une part, il faudrait essayer de redéfinir ce que c'est. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas une innovation, ce n'est pas un algorithme, c'est un concept. C'est l'idée folle qu'on puisse déléguer à une machine des traitements intellectuels, donc l'idée qu'on fasse réfléchir à notre place une machine. Est-ce que cette idée, elle est folle? Non, pas vraiment, parce que l'humain, il a toujours cherché à améliorer ses capacités. Ses capacités physiques avec des outils, d'accord, ça a commencé avec le silex, puis avec les outils manuels, puis avec les outils à vapeur, les outils électriques, les exosquelettes aujourd'hui. Améliorer ses capacités manuelles, mais également améliorer ses capacités intellectuelles avec le boulier, la machine à calculer, les calculatrices et aujourd'hui les applications mobiles. Donc, cette histoire d'intelligence artificielle, ça n'est que la continuité de la recherche de l'homme d'être toujours plus fort, d'être toujours plus intelligent, de pouvoir faire plus. Ce qui nous amène à une première question. Est-ce que les intelligences artificielles sont intelligentes? Écoutez, je vais faire un petit peu d'aïkido et je vais vous questionner, vous. Est-ce que vous diriez qu'un avion sait voler? Non. Pourtant, je suis venu en avion ce matin, je vous assure que j'étais en l'air. Hein. En fait, nuance, on sait faire voler un avion. Mais l'avion, il ne sait pas voler, d'accord? Il ne sait pas voler tout seul. À partir du moment où on a des réacteurs en état de marche, où on a des pilotes, un plan de vol et ainsi de suite, du carburant, oui, on peut faire voler un avion, on peut le faire voler dans d'excellentes conditions. Mais sinon, l'avion ne sait pas voler tout seul, il n'a pas envie de voler, en fait, c'est juste un tas de ferraille. Donc on a cette première distinction. Ceci étant dit, on a toujours cette très très forte pression médiatique autour de l'intelligence artificielle. On nous dit qu'on est sur des phases de rupture parce qu'il y a plusieurs paliers d'évolution dans l'intelligence artificielle. On a connu l'intelligence artificielle étroite, celle qui sait faire une seule type de chose, d'accord? Par exemple, jouer aux échecs ou jouer aux dames. Ça, c'était il y a 20 ans. On est aujourd'hui dans l'intelligence artificielle étendue, donc celle qui sait faire plusieurs types de choses. Regardez aujourd'hui les derniers modèles génératifs, ils savent générer du texte, des images, de l'audio et ainsi de suite. On fantasme sur la prochaine étape qui est l'intelligence artificielle généraliste, voire l'étape d'après sur la singularité, avec la machine qui prend le pas sur l'humanité. Détendons-nous, je peux vous garantir qu'on n'en est vraiment pas là. Ne serait-ce que sur cette histoire d'IA généraliste, on est même entre nous, on n'est pas d'accord pour dire c'est quoi une intelligence artificielle généraliste, à partir de quand elle est généraliste, voire est-ce que c'est possible. Justement, à ce sujet, diriez-vous qu'il existe des logiciels généralistes? Donc un logiciel qui peut tout faire.
à votre avis? Non, c'est trop compliqué. Il y a trop de cas d'usage, il y a trop de besoins. C'est pour ça qu'on utilise un ensemble de logiciels. C'est parce qu'un seul logiciel, il serait trop lourd et trop complexe à utiliser. C'est la même chose pour les intelligences artificielles. Donc cette histoire d'IA généraliste, ne serait-ce que philosophiquement parlant, c'est pas possible parce qu'il y a trop de besoins, il y a trop de cas d'usage, ça ferait un système qui serait beaucoup trop lourd. Donc cette possibilité, je pense que pour le moment, on peut l'écarter. Néanmoins, nous constatons une évolution qui est bien réelle, puisque ça fait quand même des décennies qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. On a commencé avec des simples moteurs de règles, puis on a fait de l'apprentissage automatique, puis de l'apprentissage profond. Aujourd'hui, on en est au grand modèle de langage. Il y a une progression, c'est un fait. D'accord ? Donc on a des IA qui sont toujours plus puissantes, qui ont plus de capacités et toujours plus d'autonomie. Est-ce que les IA sont autonomes? Comme toujours, une petite prise d'aïkido. Est-ce que vous diriez qu'un lave-linge est autonome? Bah, on aimerait bien, mais non. Il faut toujours mettre le linge dans le tambour, il faut choisir un programme, il faut mettre de la lessive, de l'adoucissant et ainsi de suite. Et à partir du moment où elle est lancée, effectivement, la machine à laver, elle lave tout seul, on n'a pas à se salir les mains. Bah, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Ça reste un programme qui est exécuté par une machine, d'accord? On simule l'autonomie, mais ce n'est pas de la vraie autonomie, pas dans le sens l'autonomie que peuvent avoir les êtres humains. À partir de là, est-ce que tout ce qu'on raconte est de l'esbrouf? Encore une fois, l'incompréhension vient du fait que l'intelligence artificielle désigne beaucoup de choses. Ceci est ma diapo la plus complexe, d'accord? Donc je vous demande un maximum d'attention pendant 1 minute. Une fois qu'on aura compris, on va dire, cette simplification, vous aurez les idées un petit peu plus claires sur cette histoire d'intelligence artificielle. C'est important de comprendre quelles sont les différentes approches pour pouvoir mettre en œuvre ce concept d'intelligence artificielle. À savoir, comment est-ce qu'on fait pour avoir des machines qui réfléchissent à notre place? Bah, il y a différentes approches. La première approche, qu'on appelle l'approche symbolique, c'est celle qui repose sur des règles. D'accord? Donc on va définir des règles. S'il y a ça, tu fais ça. S'il y a ça, tu fais ça. C'est un petit peu basique, mais grâce à ces arbres de décision, on crée des systèmes experts. C'est ce qui nous permet notamment de faire du marketing automation. C'est ce qui nous permet d'automatiser, par exemple, des campagnes d'emailing. Et ça marche. Et ChatGPT, il ne fera pas mieux que les outils qui existent déjà. Donc on ne remet pas ça en question. On a une seconde approche qui est l'approche statistique, celle qui repose sur des caractéristiques et des associations. C'est ce qui nous permet de créer des modèles discriminatifs. Vous savez, c'est ceux qui permettent de dire « Ah, ça c'est une photo de chat, ça c'est une photo de chien ». C'est un petit peu simpliste, mais grâce à ça, on fait des outils d'aide à la décision. Donc on va se servir de la puissance de calcul des machines pour analyser des très grandes quantités de données, comprendre ce qui s'est passé et anticiper ce qui potentiellement va se passer derrière. Ça marche, puisque tous les outils d'aide à la décision qu'on utilise au quotidien, il n'est pas question de les remettre en cause, et ChatGPT, il ne fera pas mieux que ce qui existe. Et on a plus récemment une troisième approche, l'approche dite probabiliste, celle qui repose sur notamment de la distribution de probabilités, des suppositions. Grâce à ça, on crée des modèles génératifs. Ce sont ceux qui permettent de dire, par exemple, je vais formuler une réponse en générant des mots les uns à la suite des autres en fonction de la probabilité que cette suite de mots forment une phrase qui corresponde à la demande de l'utilisateur. Donc on en est là aujourd'hui, d'accord? C'est ce qui attire toutes les attentions, c'est ce qu'on nous vend comme la révolution rupturiste qu'on n'a jamais vue, voilà. Alors que on avait des chatbots avant, on avait des agents intelligents avant, simplement là on le fait différemment avec un petit peu plus de puissance. Donc ça c'est important de le comprendre, que ce qu'on nous vend aujourd'hui comme la révolution est tout simplement une autre approche, d'accord, pour faire d'autres choses. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, ayez bien en tête que c'est cet ensemble d'approches et qu'on ne remet pas en cause toutes les approches, simplement les plus récentes qui ne sont pas forcément parfaitement maîtrisées. Donc aujourd'hui,
grâce à ces avancées technologiques, on est en train de réinventer quelque chose qui existait déjà, à savoir les chatbots, les agents conversationnels. On va avoir des chatbots qui sont plus puissants, qui formulent des meilleures réponses, qui sont plus rapides et qui sont surtout plus précis. Donc avoir potentiellement des chatbots qui soient personnalisés, qui soient adaptés à un domaine d'activité. Ça peut être la banque, ça peut être la santé, ça peut être le commerce. Et c'est de ça dont on va parler. Sachant que l'intelligence artificielle et le commerce en ligne, c'est une longue histoire. On n'a pas attendu de ChatGPT pour utiliser l'IA dans le commerce en ligne. Vous savez, aujourd'hui, l'IA, on s'en sert par exemple pour la communication. On va se servir des modèles génératifs, par exemple, pour générer des publicités ou pour adapter des publicités aux différents formats. On va se servir également de l'intelligence artificielle pour la publicité. On va notamment utiliser des outils d'aide à la décision pour optimiser des campagnes publicitaires, c'est-à-dire qu'on va créer des sous-ensembles de consommateurs types. On va étudier leurs réactions et quand on va dire créer une publicité, plutôt que de la soumettre à des utilisateurs tests, ce qui prend du temps et demande de l'argent, on va le soumettre à la machine qui simule le comportement des consommateurs et là on va avoir un premier feedback qui est beaucoup plus rapide. On va également s'en servir pour améliorer la cohérence des campagnes, puisque plus vous avez de canaux à adresser, plus le risque est grand qu'il y ait une divergence dans les prises de parole, dans les visuels, dans le vocabulaire que vous utilisez. Donc on va se servir de l'IA pour analyser tout ça et essayer d'avoir un maximum de cohérence. On va se servir également de l'IA dans le marketing, notamment dans la génération et la personnalisation des contenus. On va également s'en servir pour retravailler les visuels, notamment en supprimant le fond et en incrustant le produit ailleurs. Donc on a quand même pas mal de choses que l'on peut faire. On va s'en servir bien évidemment dans le commerce avec par exemple de la prédiction sur de l'acquisition de trafic ou sur les ventes avec de l'optimisation de la gestion du stock. Et on va s'en servir bien évidemment pour le e-commerce. Ça c'est intéressant parce qu'on a vraiment des usages historiques de l'intelligence artificielle. Pour le pilotage des campagnes, pour l'optimisation des textes, pour la personnalisation, la réécriture des fiches produits, la traduction ou les fameux robots rédacteurs, ça existe depuis plus de 10 ans. Donc on a tendance à l'oublier, on nous vend le ChatGPT comme la révolution ultime, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Si, je vous garantis qu'on a vu ça. C'était plus lent, plus cher, un petit peu moins précis, mais on l'a déjà vu. On a également l'IA qui aujourd'hui nous est vendue pour, on va dire, tous les cols blancs, tous les travailleurs du savoir, pour nous aider à mieux gérer les emails, les fichiers, la connaissance et ainsi de suite. Donc voilà, on a quand même une IA qui est aujourd'hui omniprésente. Le but de la manœuvre, je vous rassure, ce n'est pas de remplacer, mais c'est d'augmenter. À une époque, Steve Jobs nous disait « les ordinateurs, c'est comme des vélos pour l'esprit, voilà, ça sert à aller plus loin ». Les smartphones, c'est comme des vélos pliants. Les IA, c'est comme des vélos électriques, ça nous permet d'aller plus loin en minimisant l'effort. C'est ce que vous devez retenir, que l'intelligence artificielle, elle est là depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense, que ça fonctionne, qu'on en a une très bonne maîtrise en fonction de l'approche qu'on en a, approche symbolique, approche statistique ou approche probabiliste, et surtout que le but, c'est d'augmenter, c'est pas de remplacer. Maintenant qu'on a dit ça, concrètement, comment est-ce que ça se traduit au niveau des agents conversationnels ? Là encore, croyez-le ou non, mais ça fait 20 ans qu'on a des agents conversationnels. Pas dans la Silicon Valley, en France. À commencer par des agents qu'on va retrouver à la SNCF, à la Poste ou dans des mutuelles. Ça fait 20 ans qu'on a des agents conversationnels sur les sites web. Donc c'est pas neuf tout ça. Plus récemment, ces agents conversationnels, on les a dotés de la voix. Donc on les retrouvait dans les enceintes connectées. Encore plus récemment, on a pu les incruster dans les systèmes de messagerie, donc que ce soit dans Messenger, dans WhatsApp ou dans tout ce que vous voulez. On avait des chatbots, vous lui posez des questions, ils vous faisaient des recommandations de produits. Donc tout ça, ça existe depuis un certain nombre d'années. Et plus récemment, effectivement, avec les modèles génératifs, on redécouvre les chatbots et on redécouvre la possibilité de concevoir des chatbots qui soient spécifiques à un domaine pour vous recommander un restaurant, pour vous recommander tout ce que vous voulez, ou pour vous recommander une canne à pêche, si votre domaine c'est la pêche.
Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, on n'est pas dans la révolution, on est vraiment dans une évolution, sachant qu'on avait déjà des moteurs de recommandation avant, d'accord? On avait des comparateurs de prix, on avait des comparateurs de produits, tout ça, ça date. Quel coup, Bing, en 2009, il comparait déjà les produits. Donc, le concept n'est pas nouveau, ça fait 15 ans qu'on essaye de faire ça. Simplement là, on va dire, une percée technologique qui nous fait redécouvrir ce principe. Tout ceci nous amène aux assistants numériques marchands. Je me répète, mais c'est toujours important de le dire, les assistants numériques, ça fait 40 ans qu'on en fait, d'accord? Donc là, on en est déjà à la 5e itération majeure sur ces fameux agents conversationnels. La 5e itération est surtout l'idée de dire, plutôt que d'avoir un moteur de recherche, on va avoir un moteur de réponse. Bah, ma foi, quelque part, c'est Ask Jeeves, hein, ça remonte tout ça. Peut-être que voilà, Olivier pourra témoigner, vu qu'on est 2 dinosaures de la blogosphère. Voilà. Il y a 25 ans déjà, on avait un espèce de moteur de recherche. Voilà, posez votre question, on va vous répondre. Aujourd'hui, on s'extasie sur Perplexity. Ah, c'est la révolution, on n'a jamais vu ça. Si, on l'a déjà vu. Alors, ça marchait moins bien, mais on l'a déjà vu. L'idée étant que, plutôt que de faire une recherche qui amène à une page de résultats avec des utilisateurs qui sont obligés de consulter des résultats et de faire la synthèse dans leur tête pour prendre une décision, bah là, on va poser une question et on va avoir une réponse. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, ça reste complexe parce que d'un point de vue ergonomique, donc en termes de prise en main, c'est très déstabilisant pour l'utilisateur. Parce qu'il est habitué à avoir des liens, à cliquer sur des liens, à cliquer sur des boutons et ainsi de suite. Là, il est confronté à un chatbot qui lui dit bah, « Vous voulez quoi une canne à pêche ?» Voilà, ça leur fait un petit peu peur, ça les intimide parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on se cherche. D'accord ? Donc on a des tentatives, on l'a vu par exemple des tentatives à grande échelle, chez Mastercard avec Muse, notamment en fin d'année dernière pour trouver des inspirations de cadeaux de Noël. On l'a vu également chez Amazon avec Rufus, un chatbot qui vous aide à choisir par exemple dans le vaste catalogue d'Amazon. Donc on est en train de chercher quel est le bon modèle. On est surtout en train de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? IKEA par exemple a créé son propre chatbot sur la base de ChatGPT. Ils appellent ça les Custom GPTs. Ils ont créé un chatbot qui renseigne les utilisateurs sur les produits IKEA. On a aujourd'hui les chiffres. C'est 1500 utilisateurs par mois avec 20% de taux de visite et 5% de taux de conversion. Ça veut dire 300 visites par mois et 15 ventes. Est-ce qu'il faut y voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Je ne sais pas. C'est un début. On verra bien où ça évolue. Je ne sais pas. Ceux qui vous disent qu'ils savent sont des charlatans. D'accord ? On ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que ça fait peur, notamment à Google, qui s'excite, qui s'arrache pour essayer de faire comme les autres et notamment d'incruster de force des résultats générés par une IA dans sa page de résultats de recherche. C'est ce qu'on appelle le AI Overview. Depuis la semaine dernière, on l'a sur les pages de résultats de Google, que ce soit sur les ordinateurs ou les smartphones. Donc, ils sont en mode branle-bas de combat pour essayer de ne pas se faire déborder, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est rester l'intermédiaire ultime entre les clients et les produits. Voilà. Tout ceci nous amène à une série de questions auxquelles on n'a pas encore de réponse, mais que vous devez vous poser. Quel va être, par exemple, l'accueil que vont faire les internautes de tous ces contenus qui sont générés par les IA ? Puisque, par exemple, si vous allez sur une solution comme Shopify, on vous dit « Ah, c'est magique ! Ah, en un clic, vous générez votre description produit, votre FAQ, machin, c'est parfait. » On verra. Encore une fois, on ne sait pas. On verra comment les utilisateurs réagiront à tout ça. Est-ce qu'ils apprécieront ou non ces contenus synthétiques ? On verra. Autre question, au niveau des marchands. Alors, déjà qu'ils ont leur site web, en plus ils ont les médias sociaux, en plus ils ont leur application mobile, en plus ils ont les marketplaces, en plus il va falloir qu'ils travaillent avec les chatbots. Est-ce que c'est rentable tout ça ? On verra. On ne sait pas. Si vous avez de l'énergie, faites-le. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas. Essayez de réaménager votre temps, mais voilà, c'est une question qui se pose. On se demande également où est-ce qu'on va en termes de référencement, puisque
à partir du moment où on a des machines qui génèrent du contenu, est-ce que tous les contenus vont finir par se ressembler? Est-ce que ça va plaire à Google ou pas? On ne sait pas. On sait les dommages que ça peut créer, notamment à cause des fermes à contenu. Aujourd'hui, comment est-ce que tout ça va évoluer? On ne sait pas, mais c'est une question qui doit se poser. Comment ça va se passer également pour la recommandation de produits? Donc, comment on va faire pour que les chatbots ou les assistants numériques ils recommandent les produits, donc ils prennent connaissance des produits? A priori, on sait brancher un catalogue produit sur un système d'information. On le fait déjà pour les marketplaces. Donc, attendez-vous à ce que très prochainement, on puisse brancher votre catalogue produit sur les modèles génératifs. Bon, là-dessus, on n'a pas trop d'interrogations. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des smartphones? Puisque je vous rappelle que c'est la révolution dans les smartphones. On nous dit aujourd'hui que c'est la fin des applis mobiles et qu'on aura des AI smartphones, donc des smartphones intelligence artificielle où, ma foi, on va vous apporter directement les réponses, on va vous personnaliser l'affichage avec l'information qu'il vous faut. On verra. Encore une fois, on ne sait pas. Il y a beaucoup de suppositions qui sont faites. Il faut rester attentif là-dessus parce que le smartphone, c'est quand même un gros apporteur de trafic. Soyez attentifs. On ne sait pas. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Qu'est-ce qui va se passer enfin avec les influenceurs, sachant qu'aujourd'hui, on se sert de l'intelligence artificielle pour créer des avatars photoréalistes qui vont faire la promotion des produits à notre place. On le voit en Chine, avec des influenceurs, 24 heures sur 24, ils font, c'est des fous furieux les Chinois, mais on commence à le voir également en Occident. Ça, par exemple, c'est une start-up française qui va modéliser le visage d'acteurs, d'actrices qui vont pouvoir, on va dire, faire l'article de vos produits sur la base de vidéos qui sont générées. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, je vous laisse seul juge. Encore une fois, ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose avant de se dire « Ah, génial, l'intelligence artificielle, c'est la révolution, je veux en y être ». Vous voulez en être de ça, vraiment? Voilà, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle. Peut-être qu'aujourd'hui, on est allé au bout de cette façon de faire du commerce en ligne qui est de dire « J'expose un catalogue ». D'accord? Et les clients achètent ou pas. En tout cas, j'ai une photo, j'ai une description, j'ai un prix. En fonction de mon fournisseur, j'arrive avec des prix différents. Peut-être qu'on est arrivé au bout de ce principe, parce qu'aujourd'hui, avec les marketplaces, on se retrouve toujours avec les mêmes produits, mais à des prix différents. Peut-être qu'il faut retravailler la logique de la gamme. Peut-être qu'il faut retravailler la scénarisation de la vente. D'accord? Est-ce que ça veut dire faire du live shopping comme chez Zara, qui est à fond sur le live shopping? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on doit s'éloigner d'un modèle qui aujourd'hui arrive à sa limite parce qu'on est vraiment à la saturation. Voilà. J'en arrive à ma conclusion. L'intelligence artificielle, une révolution, oui. Est-ce que les IA est-ce que les chatbots vont remplacer les moteurs de recherche? Pas encore. Ça, c'est une info qui est tombée hier. C'est le fait que, comme je vous l'ai dit, Google intègre maintenant des réponses qui sont générées par l'intelligence artificielle dans ses pages de résultats. La semaine dernière, c'était 80% de pages de résultats qui intégraient des réponses générées. Hier, c'était seulement 15%, parce qu'ils se sont rendus compte que les réponses n'étaient pas tout à fait précises, que ce n'était pas la bonne solution. Donc aujourd'hui, concrètement, on ne sait pas, encore une fois. Restez attentifs pour ça, parce que la révolution de l'IA, elle est là, mais elle est pas si simple. Et même de façon plus générale, on a une réflexion qui n'est pas que technique, mais qui est également sociétale. C'est quelle société on veut. Regardez aujourd'hui l'impact du commerce en ligne et des services numériques sur les centres-villes. Imaginez ce que ça sera demain, l'intelligence artificielle, la façon dont elle va modifier nos comportements, nos attentes, nos envies, et comment est-ce qu'elle va reconfigurer notre quotidien, nos centres-villes. Voilà, ça c'est une discussion qu'on doit avoir. Ce qui est certain, c'est que tout ceci s'inscrit dans le vaste cadre de la 4e révolution industrielle, avec l'idée que les travailleurs manuels ont connu leur révolution, d'accord? C'était la révolution du terrorisme. Aujourd'hui, ce sont les métiers de service qui connaissent leur révolution. On est en plein dedans, donc soyez attentifs, soyez ouverts, préparez-vous au changement, parce que du changement, il y en aura. On n'en est qu'au tout début. Je vous remercie pour votre attention.